Pierre de Jong, colonel, bienvenue. Merci beaucoup de nous avoir fait, en tout cas de nous avoir fait à tous l'amitié d'accepter d'être notre premier invité de ce podcast de Strategic Mindset. Donc c'est un podcast qui a pour vocation un peu de donner, de mettre au cœur le mot, ou plutôt de revaloriser le mot stratégie comme état d'esprit, comme concept pour notre vie de tous les jours. Et donc l'objectif, c'est de recueillir l'expérience, le vécu, de partager justement ces émotions, ce retour d'expérience, sentiments par rapport à l'utilisation de ce concept-là et tout ce qui se rapporte en fait par rapport à cela. Et donc vous avez une carrière très riche, vous avez toujours une carrière très riche hein. Actuellement. Vous êtes colonel à la retraite des troupes de marine, si je ne me trompe pas, de l'armée française. Vous étiez aide de camp du président Mitterrand, puis ensuite aide de camp du président Chirac de 1995 à 1997. Et puis par la suite, vous avez effectué une transition, au début des années 2000, dans le monde de l'entreprise. Alors c'est toujours curieux, justement, on va voir en détail comment s'est opérée justement cette transition, avec quel état d'esprit, et quel a été votre retour en tant que militaire, en tant qu'homme de terrain, en tant que porteur de ce que porte entre guillemets le mot stratégie, stratos du monde militaire, dans le monde de l'entreprise, et comment vous avez pu forger cette carrière que vous avez eue par la suite, car vous avez été aussi vice-président de la Chambre de commerce, il me semble. Président de la Chambre de commerce à Kuala Lumpur, ouais. À Kuala Lumpur. Et donc vous êtes un spécialiste du marché asiatique, mais vous avez aussi une carrière riche en termes de formation pour les militaires, mais aussi en termes de conseils, en Afrique notamment, et donc un peu partout dans le monde. Donc je pense qu'on va avoir un épisode très riche, je l'espère, en anecdotes, en retour d'expérience sur votre carrière, mais surtout de partager avec nous votre vision des choses et la vision justement du mot stratégie. Donc peut-être pour commencer, pouvez-vous nous parler justement un peu plus en détail de votre carrière, de votre justement carrière militaire, de votre vision à l'époque, de votre expérience, et puis comment s'est opérée cette reconversion dans le monde des affaires? Alors tout d'abord, je suis un homme de rupture, puisque en fait, quand je suis rentré dans l'armée, j'avais 18 ans. Et à l'époque, je préparais les arts déco, donc je n'étais pas du tout un homme destiné à rentrer dans la carrière des armes, mais comme j'étais à moitié hollandais, puisque mon père l'était, il y avait une espèce de doute potentiel sur le fait que je sois français à part entière, et les premières générations sont en général très sensibles à ce genre de critères. Donc dès que j'ai eu l'occasion, j'avais 18 ans, et donc je me suis engagé dans l'armée comme soldat. Donc je suis rentré vraiment, il y avait de la lumière, je suis rentré, c'est un peu napoléonien. Et ma première stratégie, ça a été, mon premier axe stratégique, ça a été en fait de quitter le monde tranquille de ma famille pour aller rentrer dans l'armée comme soldat. En fait, le système est plutôt bien fait dans l'armée, puisque c'est un système quand même que je qualifierais de purement démocratique, en tout cas qui permet à ceux qui travaillent, ce qui était mon cas, de monter assez rapidement en grade. Donc en fait, je suis devenu officier assez rapidement, et dans ma promotion d'officier, j'étais je crois le plus jeune de ma promo, ou le deuxième plus jeune de ma promo. Donc en fait, le système militaire, l'ascenseur social dans l'armée est plutôt bien fait, donc j'en ai largement bénéficié. Et ce qui m'a permis de monter en grade et d'avoir une carrière sympa, puisqu'en fait j'étais dans l'infanterie de marine. Comme disait Lyautey, l'arme de toutes les abnégations, de tous les sacrifices. J'étais prêt à l'un comme à l'autre, donc en avant. Et donc j'ai eu une carrière bien pleine, comme on dit, où j'ai rencontré surtout le premier choc que j'ai eu en entrant dans l'armée, c'est que j'ai eu affaire à des chefs formidables. Dans tous les systèmes, on entend toujours sur des gens bizarres, etc. Ben, ça n'a pas été mon cas. Alors on en trouve quand on cherche bien, sous un coussin, sous un rocher, on en trouve un. Mais d'une façon générale, les chefs que j'ai eus étaient des types formidables. À tous les grades, j'ai eu des gens avec qui j'ai travaillé qui étaient admirables, du moins à l'époque, avec ma perception du moment, des gens qui étaient disponibles, qui étaient compétents, qui étaient brillants, enfin, qui avaient des grandes qualités. Et c'est vrai, quand on est jeune, quand on a 18 ans, même 20 ans, quand on monte en grade, etc., on a quand même besoin d'être tiré par un exemple. Et c'est vrai que l'armée, c'est le milieu dans lequel le chef, c'est comme l'homme qui est devant, c'est l'homme qui tire le mieux, c'est l'homme qui court le plus vite, c'est l'homme qui réfléchit le plus vite et qui dort peu.
Et moi, mes chefs étaient comme ça. Donc en fait, j'ai été habitué, ou j'ai été peut-être dressé quelque part à cette espèce d'exemple, et qui est très important, parce que ce que je décris comme valeurs ne sont pas des valeurs militaires du tout, ce sont des valeurs purement humaines. Oui. Et c'est des valeurs qui permettent en fait une transition, justement, une compréhension de l'environnement qui est quand même relativement compliquée. Et c'est vrai que j'ai trouvé dans l'armée un monde d'une grande liberté, c'est paradoxal. Alors j'ai une phrase un peu dure sur le système, c'est que je dis souvent que c'est que, comme dans l'armée le plus con doit comprendre, les bords sont assez larges. Donc il suffit de s'inscrire dans une logique collective qui est assez lâche, assez souple, assez large. Tant qu'on n'est pas en train de se cogner dans les bords, en fait c'est un milieu qui vous laisse faire ce que vous avez envie de faire. Et moi je suis plutôt un homme, encore une fois, un homme de rupture, un homme de comment dire, de contact quelque part. Et c'est vrai que j'ai jamais senti réellement le contact ou le choc. En tout cas, personne ne m'a jamais tracassé ou embêté. Donc j'ai eu une carrière assez linéaire. Donc j'ai fait l'école de guerre, j'ai tout fait, etc. J'étais aide de camp du président de la République, où là, c'est un autre avantage que j'ai dans l'armée, c'est qu'à partir du grade de capitaine, j'ai eu la chance de toujours travailler au niveau supérieur. Concrètement, quand on est capitaine, on travaille dans une compagnie. Moi, j'ai commandé une compagnie, mais après, au lieu de rester dans mon monde des capitaines, je travaillais comme chef de cabinet. Donc j'ai découvert un autre monde, qui était le monde des généraux. Une fois que j'ai fait ça, j'ai fait l'école de guerre, j'étais dans le bureau opération d'un régiment, puis après, au lieu d'être au niveau des lieutenants-colonels, des commandants, je me suis retrouvé avec le chef de l'État. Ça a duré quand même 4 ans. Donc en fait, globalement, j'ai eu une expérience qui était toujours surdimensionnée par rapport au grade que j'avais. Et ça m'a sans arrêt élevé, ce qui m'a permis en fait de percer les plafonds de verre probablement plus vite que mes camarades, puisque j'avais la possibilité, ou en tout cas l'opportunité, de découvrir le monde du grade supérieur, mais largement supérieur par moment, parce que le chef de l'État, étant le chef des armées, je ne pouvais pas aller plus haut dans les chefs. Et ça m'a donné une dimension, je dirais, au-delà après de l'aspect carrière qui est toujours intéressant. J'ai commandé un régiment, le 3e régiment d'infanterie de marine, j'ai fait des opérations en ex-Yougoslavie, en Afrique, etc. Mais c'est surtout, encore une fois, cette capacité, cette possibilité que j'ai eue de, de rencontrer les chefs d'État, et non seulement le mien, mais le monde entier. Pendant 4 ans, vous croisez Bill Clinton, Helmut Kohl, vous croisez le monde entier, et puis tout le monde vous connaît, parce que vous êtes l'aide de camp français, il est partout. J'ai eu l'occasion de sauver la mise à Bill Clinton, qui se casse la figure, je le rattrape au dernier moment. Enfin, vous voyez, il se passe plein de choses par la force des choses. Les gens vous connaissent, ils vous reconnaissent, vous rendez des services. Alors il se passe plein de choses. Puis vous voyez également un truc très intéressant qui m'a beaucoup appris, c'est en fait les rapports entre États. Les rapports entre chefs d'État, qui sont des rapports parfaitement conflictuels, ou parfaitement faux, évidemment. Mais j'ai l'anecdote avec le président Mitterrand, on rentre dans les toilettes, je me rappelle, c'était à Naples, et puis il était un peu pressé, et on se dépêche, il y avait une plénière en cours, donc on était tout seul dans les couloirs, on se dépêche pour aller dans les toilettes, et là on tombe sur John Major, qui était le Premier ministre britannique, en plein conciliabule dans les toilettes avec son petit groupe de conseillers, de diplomates, et en rentrant, c'était une envolée de moineaux, et Mitterrand me dit, vous avez vu, colonel, hein, on dérange les Anglais aujourd'hui. Donc il y a plein de petites choses comme ça qui m'ont fait avoir un regard extrêmement distancié, extrêmement éloigné par rapport à des contingences de mon grade. Hein. À mon grade, les colonels, ils étaient dans les bureaux, ils grattaient du papier. Moi, je faisais des voyages, j'étais avec des gens intéressants, etc. Donc c'était vraiment formidable. Un exemple avec le Maroc, par exemple, c'était passionnant. Jacques Chirac avait une relation avec le roi du Maroc, avec Sa Majesté Hassan II, qui était affective quelque part. On allait à New York, il me dit où sont les Marocains? Je dis ils sont au Marriott. Moi, nous on était à l'Intercontinental, j'appelais l'aide de camp, il me dit le roi est là, est-ce que le président peut venir le saluer? C'est des petites choses qui font que le monde est beaucoup plus souple, beaucoup plus agréable. Et bon, le président après parlait avec le roi, mais c'est vrai que ça crée un environnement qui était, pour moi, je trouvais extrêmement valorisant, extrêmement intéressant. Et de voir les relations à ce niveau-là, c'était passionnant. Après, quand on est de camp, on voit des choses incroyables, comme le voyage de Jacques Chirac à Jérusalem, qui était un voyage complètement hors du commun. J'ai dû perdre 3 kilos pendant la séquence, tellement c'était époustouflant. Avec, en même temps, au-delà de l'aspect un peu bricolé, apparent, quand on y réfléchit bien, des fois je me dis, mais jusqu'où était le bricolage? En fait, est-ce qu'il y avait du bricolage? Je n'en sais rien, à l'heure où je vous parle. Moi, j'ai appris la veille pour le lendemain qu'on partait, d'autant que j'étais en charge des voyages, hein, donc j'étais théoriquement prévu pour organiser, on ne me l'avait pas dit, donc ça s'est fait au dernier moment. Donc on voyait les choses apparaître, et qu'est-ce qui s'était passé? C'est qu'en fait, Jacques Chirac voulait faire quelque chose, il voulait d'abord visiter les lieux saints, ça c'est sûr, mais en même temps, il s'est dit, je vais satisfaire en même temps les Juifs, par la force des choses, les chrétiens, et en même temps les Arabes, je vais faire tous les lieux saints, parce qu'on devait terminer sur la mosquée Al-Aqsa, donc ça s'est mal passé, parce que les Israéliens ont tiré sur la corde, donc on a bien vu, si vous voulez, cette espèce de mécanique internationale
nationale se mettre en place avec des rapports de force extrêmement complexes, avec un président français qui cherchait à redéfinir ce qu'on appelle une politique gaullienne dans deux directions. Un, avec les pays arabes, évidemment, et deux, avec la Russie. Et c'est ce que Jacques Chirac a fait tout le temps que je l'ai connu. Il était extrêmement proche de Yeltsin, à un point tel que j'ai même surpris, dans la datcha de Yeltsin, j'ai même surpris Jacques Chirac dans un bain moussant, avec un verre de vodka. Donc l'homme, il ne buvait pas, comme ça va. Il parlait russe, j'imagine, parce qu'il était tout seul avec lui, donc il ne pouvait pas. À quelle langue il parlait, donc à part rigoler, donc j'imagine qu'il pouvait parler. Donc là, vous avez des moments que je trouve fabuleux. Oui, quand vous assistez à ça, surtout dans le contexte aujourd'hui de tension qu'on a avec la Russie, on se dit, quand même, il y a de l'eau qui est passée sous les ponts, et sous le pont du Kremlin, et donc c'est vrai que, quand même, c'est une époque où les chefs d'État avaient une vraie vocation à faire des choses, à s'ouvrir. C'est vrai que les années 90, c'est des années incroyables, avec la fin de l'URSS, une espèce d'ouverture généralisée. Donc tout ça, j'ai pu y assister, et en fait, ça m'a nourri pendant très longtemps. Et donc, moi, j'étais nourri à cette espèce de grandeur de la France, de grandeur de la politique, mais aussi du respect qu'on peut avoir par rapport aux chefs d'État que je rencontrais, que je voyais, qu'ils soient américains, qu'ils soient africains, qu'ils soient marocains, qu'ils soient ce que vous voulez. Il y avait des personnages absolument incroyables, et moi, c'est comme au tennis, quand on joue avec plus fort que soi, on apprend vite. Donc moi, j'apprenais énormément, je voyais des personnages complètement incroyables, et qui en fait, ce qui était très intéressant, participaient à ma formation. C'est un exemple concret, pour une anecdote parmi tant d'autres. Un jour, avec le président Mitterrand, on descend les Champs-Élysées, c'était le 1er 14 juillet 1994, et il est derrière, moi je suis devant dans le commande-car, et le président m'appelle, il dit colonel, et je me retourne, et puis on était sur les Champs-Élysées au niveau du Fouquet's, donc l'avenue Georges V et les Champs-Élysées, il me dit, vous entendez quelque chose? Je dis ok, pas de problème, donc on passe, et là il y avait les militants du RPR qui faisaient un potin d'enfer avec des cornes de brume, un bruit de folie, enfin, pas d'insulte, hein, mais c'était quand même violent en termes de bruit. Donc on était avec les chevaux, clip-clop, puis on sort du bruit, là je dis quand même, moi je ne savais pas du tout qu'il y avait des opposants qui étaient là depuis toujours. Il me dit alors qu'est-ce que c'est? Moi j'étais qu'est-ce que vous voulez que ce soit? J'en sais rien. Enfin, bref, je dis rien. Il me dit colonel, apprenez quelque chose. C'est le prix à payer la démocratie. Pas mal. Pas mal. La phrase, elle est bien. Leçon de choses numéro 14. Et là, j'ai coché la case. J'ai dit, OK, ça c'est bon. Donc, en fait, c'est vrai que, et c'était comme ça que les chefs d'État, c'est vrai que de travailler 4 ans avec des chefs d'État et d'en voir d'autres, ça vous donne un regard sur le monde et sur les choses qui est totalement bizarre. Et donc, après, le problème, c'est que vous voyez tellement de choses, c'est que vous devenez strictement incommandable. Oui. Et donc c'est la partie de la transition où là, moi je commande un régiment glorieux si vous voulez. Moi, si pour faire la guerre, c'est tous les jours, c'est mon job. Mais d'un coup on me dit, il faut aller dans un bureau, il faut attendre tes étoiles de général, tout ça se passe bien. Non, j'ai eu un moment donné de grands doutes, d'autant qu'une réforme se mettait en place, qui s'appelait la réforme Armée 2000, qui était une réforme qui, à mon sens, était une réforme qui amoindrissait notre armée. D'ailleurs, la preuve, c'est qu'aujourd'hui, c'est le résultat, c'est qu'une armée qui est petite en effectif, alors elle est vaillante, évidemment, mais petite en effectif, elle manque de moyens, enfin bon, c'est une armée telle qu'elle a été conçue dans les années 2000, et ça, je l'avais clairement senti, donc j'ai démissionné. Très bien. Quand j'ai démissionné, je n'ai pas pris temps de repos, oui, j'ai fait le truc, je suis parti de 31, et en fait j'ai été recruté immédiatement dans une société qui s'appelait Infogrames, et je suis parti comme président Asie, et donc je suis parti à Hong Kong et à Tokyo pendant un certain temps, sachant que pendant cette période, mon patron, qui s'appelait Bruno Bonnel, a considéré que je devais me recycler, et donc j'ai fait un MBA à l'ESSEC, qui a duré un certain temps. Donc en fait, je faisais mes allers-retours d'Asie pour faire mon MBA, ça s'est plutôt bien passé. Et puis j'ai appris d'autres choses, évidemment, d'autres contacts, d'autres trucs, et donc j'ai découvert le monde de l'entreprise. Et là, si vous voulez, j'étais donc président Asie, c'était plutôt intéressant, et là, j'étais assez déçu. Je dis pourquoi? Parce qu'en fait, vous savez, on projette toujours sur l'entreprise, quand on est militaire ou fonctionnaire, on projette toujours sur l'entreprise une espèce de fantasme je suis aux avant-postes, etc., etc. Et en fait, j'ai été assez déçu, pas par Bruno Bonnel et l'environnement, mais les gens que je voyais, il y avait assez peu de culture. Il y avait, les préoccupations étaient assez peu nobles d'une façon générale. Il y a beaucoup de préoccupations qui étaient liées au cours de la bourse, qui étaient liées à des pressions internes, ce qu'on appelle la politique interne. Oui. Vous voyez, la machine à café, bon, c'est partout pareil, etc. Et ça, dans l'armée, je n'avais pas eu l'habitude. C'est un domaine que je ne connaissais pas du tout. Et j'ai découvert un monde qui me paraissait vraiment extrêmement étrange. Et donc, en fait, ce que j'ai fait,
j'ai redémissionné une deuxième fois, donc j'ai pris un deuxième risque qui était très important, parce que la première fois, je serais passé général 2-3 ans plus tard. La deuxième fois, j'étais dans une boîte depuis quasiment 3 ans, j'étais j'étais président, enfin je pouvais, oui, je rentrais dans l'entreprise. Et là, si vous voulez, j'ai trouvé un monde un peu sclérosé, et si vous voulez, je me suis dit, je ne peux pas rester, j'avais 49 ans, un truc comme ça, je ne peux pas rester, et donc il faut que je trouve autre chose. Et donc en fait, j'ai travaillé pour un consultant qui était à Hong Kong, je ne rentre pas trop dans les détails, hein, qui était à Hong Kong, et là j'ai fait du conseil dans toute l'Asie pendant les 6 ans qui me restaient, et j'ai travaillé pour tout le CAC 40. Donc en fait, on travaillait pour développer, c'est la grande époque, hein, c'est les années 2002, enfin, entre les années 2000 et 2010, c'était les grandes années où en fait c'était l'Asie, avec l'Asie, la Chine, l'Inde, enfin, c'était hallucinant. Donc moi j'ai eu comme client tout le CAC 40, et ça c'était vraiment passionnant, c'est de voir toutes les problématiques, si vous voulez, de pénétration des marchés, d'appel d'offres, etc., etc. Bon, j'avais été formé à ça, d'autant que, parlons de stratégie quelques minutes, moi je suis un homme d'action, si vous voulez, quelque part. Je suis un homme du rapport de force. Et être militaire, c'est quoi? C'est un homme de rapport de force. Moi je gagne la guerre si je suis fort momentanément, plus fort que mon ennemi, quelque part. Donc il faut que je devance mon ennemi quelque part, il faut que je concentre mes forces et que je sois là où mon ennemi est plus faible, même s'il est massivement plus fort. Donc c'est un problème de rapport de force. Et l'armée française est une armée vaillante et valeureuse parce qu'on est habitué à ça, on est dressé à ça. L'armée française est une petite armée, mais qui, avec une compagnie, peut faire des choses incroyables parce qu'il y a ce qu'on appelle la manœuvre. La manœuvre, vous savez, la guerre, c'est 2 choses. C'est du feu et de la manœuvre. Le feu, c'est assez simple. La feu, c'est ce qui passe en Ukraine. Hein, vous alignez des canons, vous mettez des obus, vous mettez des hommes et vous tirez jusqu'à ce qu'on n'en peut plus. Ça, c'est le feu. Bon, alors, une fois, il y a une manœuvre du feu qui fait que la densité du feu fait que vous pouvez gagner la guerre. Par contre, la partie souple du système, c'est la manœuvre. La manœuvre, c'est le félin. La manœuvre, c'est le guépard. La manœuvre, c'est le lion. C'est que quand vous voyez la lionne qui court dans la jungle, elle ne court pas comme un gland tout droite. Elle va... C'est la même chose. Donc la manœuvre, c'est que le chef, au niveau le plus bas, soit capable de manœuvrer. Il commande 10 hommes, il en commande 50, il en commande 100, il en commande 1000. Dans sa tête, il monte quelque chose qui fait qu'il va essayer d'attraper, de vaincre l'ennemi. Il ne reste pas comme un gros Américain, machin, avec les feux, il dit, appelez-moi, envoyez-moi le mortier. Non, pas du tout. L'armée française, c'est une armée de pénurie quelque part. Et donc en fait, les hommes, le commandement est habitué à le faire. Et donc, si vous voulez, encore une fois, dans l'entreprise, si vous voulez, je me suis dit, mais il faut reproduire un modèle comme celui-là. Et donc, moi, je suis rentré dans l'agence économique, je suis Monsieur Jourdain de l'agence économique, puisqu'en fait, je n'étais qu'un homme de combat, qu'un homme de guerre et qu'un homme de rapport de force. Sachant que les 3 principes de la guerre de Foch, en 1918, c'est 1, les forces doivent être concentrées, 2, économie des moyens, et 3, liberté d'action. C'est-à-dire qu'on fait ça quand on veut. Donc c'est 3 principes essentiels. Donc moi, ma vie a été orientée de toujours par ces 3 principes. Ce sont des principes absolument immuables. Que vous alliez voir votre banquier, ou quelle que soit l'activité que vous avez, il faut cumuler ces 3 points. En tout cas, essayez de le faire. Et donc j'ai commencé à faire de l'IE dans un monde extrêmement conflictuel, qui était le monde asiatique, et à commencer à travailler dans la pénétration des marchés avec mes principes à moi, qui étaient les principes de rapport de force. À l'époque, l'IE n'existait quasiment pas. Et puis on était plutôt sur un modèle administratif. Vous voyez, on parlait de problèmes de corruption, mais ça restait extrêmement large. Le problème, c'est vaincre. Pourquoi il faut vaincre? Aujourd'hui, la France, elle a combien de déficit commercial? Entre 150 et 170 milliards d'euros. Combien l'Allemagne a d'excédent commercial? En gros, 100 milliards d'euros. Ce qui veut dire qu'on a un problème, nous Français, de pénétration des marchés. Alors, il y a plein de raisons. Encore une fois, il n'y a pas seulement le fait d'être capable de le faire. Mais on voit bien qu'à un moment donné, il y a une vraie logique, si vous voulez, d'action à mener dans un marché, contre des compétiteurs, etc. Et donc, j'ai développé des principes, des systèmes dans mes environnements, d'autant que là où je travaillais, c'était globalement entre la Chine et l'Australie. Vous voyez toute la zone. J'étais même président de la Chambre de commerce à Kuala Lumpur, où vraiment je travaillais avec des PME. Donc, on voit bien que j'ai développé des principes d'action, des principes de confrontation, évidemment avec mes compétiteurs, mais évidemment dans le cadre d'appels d'offres ou dans le cadre d'idées à générer. Et donc j'ai découvert que là, que l'entreprise, autant elle m'avait déçu initialement quand j'étais dedans, c'était la grosse machine, c'était le gros bateau, etc. Autant quand j'étais à l'extérieur, que j'ai vu qu'elle était en difficulté, j'ai vu à quel point elle était compréhensive, elle était demandeuse, si vous voulez, de conseils efficaces et de présence, etc. Et en fait, ce que j'ai fait, je me suis proposé comme étant une forme de mercenaire de l'activité économique, en amenant mon expertise, en amenant ma violence dans la façon de voir les choses, mon expertise du rapport de force, dans lequel on finit toujours par tuer l'ennemi, mais il ne doit pas souffrir. C'est très intéressant.
C'est très intéressant et passionnant. J'aurais plein de questions à poser par rapport à cela. Mais justement, j'ai une première question pour rebondir sur ce que tu viens de dire par rapport à cet état d'esprit, cette culture en fait du combat qui ou plutôt voilà, pas de rationalisation des moyens, mais plutôt de marge de manœuvre. C'est ça au sein de l'armée française. Comment expliquer peut-être cet écart? En tout cas, comment tu l'as vécu dans ces transitions alors que paradoxalement, on a plutôt l'idée dans l'armée de dire que c'est hiérarchisé, c'est fermé, toi, et que tu expliques que c'est plutôt le contraire, que tu as une carrière, c'est vrai, fulgurante. Tu es très jeune officier, très jeune aide de camp, donc tu as une expérience formidable au plus haut niveau de la fonction politique en France. Et donc je pense que ça a été très inspirant pour la suite. Mais comment expliquer, à ton avis, cet écart dans cette culture au sein de l'armée française de marge de manœuvre, de flexibilité et peut-être ce qu'on reproche aussi un petit peu aujourd'hui aux entreprises françaises, aux PME, il y a que voir les activités, enfin, la balance commerciale comme tu l'as expliqué ou l'évolution des grandes entreprises multinationales françaises avec la mondialisation. Comment expliquer cet écart dans cet état d'esprit, en fait, de cette culture du combat, peut-être alors que c'est le même pays, on va dire que c'est la même culture, mais on va dire que ces deux domaines et peut-être pas que des secteurs, c'est vraiment deux visions différentes. Peut-être qu'il y aurait, tu as été un des exemples, et peut-être qu'il y aurait, je ne sais pas, une idée ou un pont peut-être en créé entre ces deux états d'esprit, vu que c'est aussi l'objet de ce podcast, hein, l'état d'esprit, la stratégie comme état d'esprit. Comment peut-être expliquer, alors que c'est la même culture, c'est le même pays, comme retour d'expérience, cette différence, tant dans le domaine militaire où c'est beaucoup plus vaillant, beaucoup plus souple, beaucoup plus offensif finalement, que l'entreprise en général française, où on lui reproche ceci, ou d'être moins conquérante à l'international par rapport à des entreprises américaines ou chinoises ou autres, par exemple. Alors j'ai une partie de la réponse, évidemment, Oui. parce que j'y ai beaucoup réfléchi, parce qu'il faut être efficace. Oui. En fait, le problème, c'est que les deux administrations sont tellement différentes l'une de l'autre. C'est la première chose. Ce sont les administrations. C'est le problème du jeu du pouvoir, des plaques tectoniques, elles sont complètement différentes. Pourquoi? L'armée, c'est un monde vertical, dans lequel il y a des chefs, un grand chef, il y a 2 sous-chefs, il y a 4 sous-sous-chefs, il y a 5-6 sous-chefs, et on termine par la troupe. Donc on a un système pyramidal, mais qui est très vertical. Donc la force du système, la manœuvrabilité du système vient du fait que chacun a confiance dans ses chefs. Je l'ai expliqué en introduction tout à l'heure. Moi, j'ai eu des chefs qui étaient des chefs remarquables. Donc en fait, la confiance naturelle que j'accorde à mes chefs et que mes chefs m'accordaient, et que moi j'accordais à mes subordonnés, bien évidemment. Donc une espèce de logique absolument incroyable qui fait que ça donne une très forte cohésion. Et cette verticalité, à premier avantage, donne la cohésion. Et le deuxième avantage, ça donne beaucoup d'efficacité à la décision. Oui. La décision, elle descend tout de suite, et c'est parti, on avance parce que c'est vertical. Le monde de l'entreprise, c'est un monde différent, c'est un monde horizontal. Alors ils aimeraient être verticaux, mais le jeu des syndicats, le jeu des rémunérations, le jeu des discussions autour de la machine à café, le jeu des mutations, parce que le turnover, moi c'est ce que j'ai découvert quand j'ai découvert l'entreprise, à quel point l'entreprise était violente, à quel point les gens dégageaient en 20 secondes, ce qui dans l'armée n'existe pas. Donc cette violence, moi, m'a toujours surpris. Et donc, en fait, il y avait une fausse horizontalité, où d'ailleurs dans l'entreprise, on ne parle que de management, etc., mais j'en vois jamais la couleur. Je veux dire, l'entreprise, ça n'existe pas. Le monde le plus brutal, c'est l'entreprise, et le monde le plus paradoxalement. mais complètement, mais évidemment, parce que la verticalité, elle simplifie tout. L'horizontalité complexifie tout. Donc le problème est bien entre les deux, et donc moi j'ai toujours essayé de faire les deux. Là, je vais revenir à un grand maître, qui est un de mes grands maîtres, c'est le maréchal de Saxe. Parce qu'à l'époque, on va dire au 18e, qui est très important, des mots très importants, il y a beaucoup de réflexions tactiques et stratégiques. À l'époque, il y avait un grand débat entre ce qu'on appelait la guerre en ligne ou la guerre en colonne. Concrètement, les soldats se battaient en ligne, il y avait beaucoup de pertes, par contre, il y avait un effet de masse qui était important. Deuxième chose, il y avait une autre logique, on se battait en colonne. On se mettait en colonne, on avait moins d'impact, mais on avait moins de pertes. Donc il y a eu un débat au 18e entre est-ce qu'on fait en ligne ou est-ce qu'on fait en colonne. Et le maréchal de Saxe a dit on fait une colonne oblique. Et donc c'est le premier et le seul qui a construit un système, je dirais, entre les deux. Et moi je pense encore une fois, c'est que demain l'entreprise, si elle veut se dynamiser sur les terrains extérieurs, en tout cas dans le domaine extérieur, dans les pays étrangers, où là il y a d'énormes marchés dans lesquels on peut se développer, je parle de l'Afrique, je parle de l'Asie, le Moyen-Orient, enfin il y a l'Amérique du Sud, il y a d'énormes marchés, hors européens qui sont déjà totalement normés, entre guillemets, on voit bien qu'il faut trouver des méthodes originales. Et la méthode verticale, elle n'est pas toujours fonctionnelle, la méthode transversale, elle n'est pas toujours fonctionnelle, mais la méthode entre les deux, elle est pas mal. C'est qu'en fait, c'est quoi la méthode entre les deux? C'est un message, comment dire, c'est un mélange
de compréhension de la mission, quel est l'objectif. 2, avec un peu de brutalité, parce que ça ne peut pas fonctionner. Donc, dans l'IE, on va appeler ça la guerre de l'information, pour faire court. Ça, c'est le premier point. Et puis 2, un peu de transversalité, qui fait qu'on va prendre la compétence des gens qui nous entourent. Et ça, il faut essayer de le faire. Parce que dans l'armée, le gars, il est lieutenant, il est au-dessus des sous-officiers. Et donc, alors, bien sûr, il y a de la confiance. Mais je veux dire que la responsabilité, elle se délègue pas. Même si le chef meurt, bah il va prendre. Ce que je veux dire, c'est que dans l'entreprise, ça peut se faire facilement. Oui. Donc le but, c'est quand même de trouver un système un peu mixte dans lequel on y met les deux. Encore une fois, ce que je pense, c'est que, in fine, c'est le rôle du chef. Oui. Je veux dire, en haut, dans tout système, qu'il soit vertical, horizontal, de guingois, comme il veut, etc. En fait, tout dépend du chef, tout dépend du patron. Si vous avez un patron qui comprend tout ça, intuitivement, naturellement, il va le faire. Et moi, encore une fois, dans ma vie, alors ma vie militaire, je l'ai souvent rencontré, des chefs, je dirais, à stratégie variable, capables de comprendre les choses en vue de l'efficacité. L'entreprise, je l'ai vu un peu moins, parce que moi j'ai vu des gens stressés, des gens qui avaient des problématiques de pénétration des marchés, des gens qui avaient des problématiques de pression des compétitions, les appels d'offres, les actionnaires, etc. Donc c'est un monde extrêmement compliqué, mais quand même, j'ai rencontré un certain nombre d'hommes d'affaires qui étaient capables de comprendre tout ça et d'essayer de modifier leur logique. Moi en tout cas, ceux qui m'ont recruté, qui m'ont fait travailler pendant de nombreuses années, parce que j'ai travaillé quasiment en avis avec eux pendant quasiment 8 ans ou 9 ans, honnêtement, ils me faisaient confiance et j'avais l'occasion de leur dire ce que je vous dis aujourd'hui, de leur dire ma façon de fonctionner. Parce que l'avantage de mon système, c'est quoi? C'est que j'ai eu beaucoup d'échecs, mais j'ai eu aussi beaucoup de réussites. Oui. Et donc, au bout d'un moment, on met sa table des échecs, oui, on peut en parler. J'en ai eu beaucoup, je peux le dire. Mais j'ai quasiment eu autant de réussites. Et dans le monde asiatique, c'est tellement difficile, avoir des réussites, avoir des succès, ça compte. Donc on m'a fait venir à Paris régulièrement, j'ai fait des conférences là-dessus, en expliquant dans tel pays, je ne peux pas vous les citer parce qu'il y a un peu de confidentialité, mais jusqu'au jour où un jour je fais une démo, enfin une présentation d'un truc qu'on avait fait avec la banque asiatique qui était très compliqué à monter, ça prenait des mois et des mois. Et donc on m'écoute religieusement et le patron de la boîte se lève au bout d'un moment, il me remercie parce que la boîte était contente, c'était un renouveau, etc. Et d'un coup il se lève, il me dit, vous savez, il dit à l'ensemble du public de sa société, il y avait en gros 200 ou 300 directeurs, développeurs, etc. Il dit, messieurs, nous ne sommes pas à l'abri d'un contrat. Et là, j'ai jamais compris exactement où il voulait en venir. Non. Clairement, et un exemple intéressant, j'étais en train de penser à un exemple asiatique justement qui illustre un petit peu ce que tu as décrit par rapport à cette flexibilité, colonne oblique, mais dans le monde de l'entreprise. Tu me diras ce que tu en penses, mais c'est l'exemple chinois, typiquement. Ils ont gardé un petit peu les structures, entre guillemets, pyramidales confucéennes, mais aussi du système de l'appareil du PCC, la communiste, avec le chef, les sous-bureaux, etc., mais dans une logique économique ultra-capitaliste et ultra-conquérante par rapport à ces marchés-là, ce qui fait que ça marche. Quand ils disent, par exemple, au sein de l'Union européenne, voilà, vous allez vous mettre à 100% sur les panneaux photovoltaïques, aujourd'hui, ils sont leaders des panneaux photovoltaïques en Union européenne. Ça va être la même chose demain pour les voitures électriques, par rapport aux voitures chinoises, ou la 5G avec Huawei. Quand, on va dire, la structure hiérarchique, et ça, c'est au niveau d'un État, et tu me diras si tu l'as vécu, c'est aussi au niveau des entreprises chinoises, parce que j'ai une expérience aussi précédente au niveau du pays, c'est quand le chef dit, mais avec toute la machine économique, avec l'état d'esprit que tu as décrit, je veux dire, ce qui compte, c'est le succès. C'est que c'est une approche aussi culturelle différente. On n'est pas dans la culture, il me semble, en Asie, de l'innovation, c'est bien, où on a les grands penseurs autres. Ce qui compte, c'est à la fin, c'est le résultat. C'est un peu l'esprit de Sun Tzu, la fin justifie les moyens. Donc ça peut être... Pas un exemple, mais peut-être un modèle. Alors ça, c'est au niveau étatique, mais c'est intéressant peut-être de l'observer même pour la Chine, c'est vraiment intéressant parce que c'est vraiment un continuum confucéen, mais à l'extrême. Encore une fois, tout ça, c'est parfaitement juste. Il y a une espèce d'envie de gagner, d'envie de travailler. Ils travaillent énormément. La Chine, c'est une machine en fait à produire des compétences, à travailler beaucoup. Les gens ne comptent pas leur temps de travail, etc., etc. Ça, c'est le premier point. Par contre, ce qui est très fort avec les Chinois, c'est le poids de l'État. Oui. C'est que derrière tout ça, il y a une espèce de système, il y a des missiles en fait, et en fait derrière il y a une quantité de missiles de recharge autant qu'on veut. Et donc l'État aujourd'hui pratique une politique de dumping, en Afrique particulièrement, ou pratique des politiques complètement incroyables. Donc c'est vrai que lorsque vous êtes dynamique, lorsque vous avez envie de rentrer avec derrière, vous avez l'État qui pousse, alors il faut réussir évidemment, mais vous avez l'État chinois
1,4 milliard d'habitants, c'est quand même pas rien, c'est comme une puissance mondiale qui est en train de monter tellement haut qu'elle va atteindre dans les années qui viennent le niveau des États-Unis par la force des choses. Oui. Donc on voit que quand vous avez la force de l'État, ça fait que rien ne peut vous résister. Donc la seule chose qui peut résister, c'est quoi? C'est d'être mou. Être dur par rapport à un gros truc. Vous savez, je parle toujours de cinétique parce que j'aime bien parler de cinétique. Parce qu'à un moment donné, il faut faire le gars intelligent. Donc j'aime même mettre des mots que je ne comprends pas tout à fait, mais je sais que c'est intelligent. Donc je vais les dire. Oui. Le problème, c'est que dans toute action militaire ou d'action de l'entreprise, vous avez toujours, c'est de la cinétique. Pourquoi? Parce que vous avez, à un moment donné, vous avez de la masse, votre capacité financière, vos compétences, le background de l'entreprise, etc. Et vous avez des objectifs. Donc c'est l'objectif. Donc ça, c'est de la masse. Le problème, pour percer le système, il faut de la vitesse. Donc c'est l'innovation, c'est la manière de gérer, c'est les réseaux qui sont autour, c'est la dangerosité que vous exprimez, c'est l'inquiétude que ressentent vos compétiteurs. Donc vous créez un environnement. Donc le problème, c'est pour vaincre, il faut avancer. Si vous êtes que statique en attendant que ça peine, vous aurez une énorme masse. C'est le problème des Ukrainiens pendant la guerre. En 2023, ils lancent la contre-offensive, ils ont de la masse. Mais au lieu d'avoir une masse au même endroit et de percer, la théorie du Schwerpunkt, la théorie du point lourd, le truc des Allemands qui ont en 1940 dans les Ardennes, au lieu de concentrer, ils se répartissent sur 3 points, plus la mer Noire, le 4e point. Donc en fait, ils sont sur 3 points, donc ils se dispersent. Donc le problème, comme ils se dispersent, ils n'ont pas de masse. La masse, elle ne perce pas les lignes russes, et comme ils ne percent pas, ils n'ont pas de vitesse. Comme ils n'ont pas de vitesse, ils mettent de plus en plus de masse pour avoir éventuellement percé, pour avoir de la vitesse. Et comme ils ne percent pas, ils consomment leurs brigades les unes après les autres. Résultat, au bout de 6 mois, il n'y a plus d'armée ukrainienne. Paradoxalement, ils ont fait la même erreur et sur le même front, presque quasiment, que Barbarossa 43, où je crois les Allemands, ils ont réparti oui, ils ont fait 3 fronts. Sur 3 fronts, au lieu, je crois que c'était Guderian qui voulait aller sur un seul. Oui, sur un seul, bien sûr. Ouais, c'est le problème, c'est de prendre du front sud, hein, parce que Hitler voulait aller sur Stalingrad. Sur Stalingrad, et en passant sur le pétrole, et il voulait faire Stalingrad au passage. Il a fait ni l'un ni l'autre par la force des choses. La dispersion, ça marche bien. Rappelez-vous les 3 principes de la guerre: concentration des forces, économie des moyens, liberté d'action. À la limite, dans tout mon baratin, s'il n'y a qu'une seule chose qu'il faut retenir, c'est bien ça. Le reste, c'est de l'habillage quelque part. Mais encore une fois, cette histoire de manœuvre est très importante. Et c'est vrai que l'entreprise qui fonctionne, c'est l'entreprise qui est capable de mettre tout ça en ligne. Et malheureusement, moi, ce que je constate, c'est qu'autant les armées le font naturellement, structurellement, évidemment, parce que chez nous, on appelle ça, chez l'armée, on appelle ça les forces de combat. Après, on appelle ça les appuis, l'artillerie, le génie, etc. Puis après, vous allez avoir le soutien. Donc, vous avez une chaîne logistique, une chaîne linéaire qui fait que cette verticalité, en tout cas, ce système linéaire, est fonctionnel. Dans l'entreprise, vous ne l'avez pas. Vous avez une forme d'isolement, de solitude qui fait que vous manquez de consistance. Donc, quand vous n'êtes pas performant, et moi, ce que je considère, c'est qu'il n'y a que l'IE qui vous donne le delta pour permettre d'être performant. Oui. Toutes les entreprises sont faites de la même façon. C'est lui le marketing, c'est lui le CI, le COMEX, c'est partout la même chose. Ouais. Et, on gère et puis comme ils sortent tous des mêmes écoles, de toute façon, ils sont dans les mêmes logiques. Ouais. Donc on voit qu'il faut, l'IE permet, alors j'en profite pour vendre l'école de guerre économique, mais où je suis prof depuis quand même 14 ans ou 15 ans, c'est absolument sidérant. On voit bien qu'il y a un apport extérieur qui est vraiment intéressant. Et moi, ma vie, je l'ai passée, moi, justement, à essayer d'avoir cette espèce de regard décalé par rapport à ce qui se passe autour de moi. Et c'est le regard décalé qui fait. Vous savez, dans la guerre, si vous allez là où on vous attend, vous tombez dans une embuscade. C'est les canons de Navarone. Les canons de Navarone, ils prennent les canons de Navarone, pourquoi? Parce qu'ils escaladent la falaise. Mais pas parce qu'ils passent par la route et le chemin qu'ils mènent. Ils auraient pu le faire. Ils ne seraient jamais arrivés. Il passe par la falaise. Donc, à un moment donné, l'homme qui amène à l'entreprise, qui amène la bonne idée, mais qui est la mauvaise en même temps, en fait, la fausse bonne idée, c'est de dire, voilà, on passe par la falaise. Tout le monde va dire, ben non, pas possible, et ça. On passe par la falaise. Intuitivement, je sens qu'on passe par la falaise. Donc, il y a une part d'intuition aussi qui va se lancer. Alors, l'IE, je le disais à nos étudiants aujourd'hui, l'IE, c'est la sensualité. C'est du feeling, c'est des impressions. On n'est pas payé pour notre technologie. Moi, demain, j'ai un client dans le nucléaire, après-demain, un client dans l'armement, après-demain, dans le naval, après-demain, dans l'alimentation ou dans la grande distribution. Je ne connais rien de ces métiers-là. Mon but n'est pas d'apprendre systématiquement le métier de tous mes clients. Par contre, ce que je sais, c'est qu'il a un problème quelque part. Il a un mur qui est un peu de guingois. Et je sais qu'à un moment donné, moi j'ai une petite brique là, et où je vais la mettre. Et donc je cherche l'endroit où je vais la mettre. Ma valeur ajoutée, vous savez, l'entreprise ne raisonne que par rapport à les chaînes de valeur. Et vous avez votre chaîne de valeur, et ça c'est la force de l'IE quand on peut le faire. C'est ce que je dis également à nos étudiants. Concrètement, vous avez une chaîne de valeur, où est votre valeur ajoutée?
Et chacun d'entre vous, elle est différente. Connaissance géographique, connaissance linguistique, connaissance du milieu, connaissance de tout ce qu'on voudra. Vous avez une valeur ajoutée. Mettez-la où il faut. Et parce que votre donneur d'ordre, il vous demande ce point-là. Il ne vous demande pas de connaître le nucléaire du temps à travers les âges. Il vous demande de savoir mettre la petite brique au bon endroit. C'est ça le métier. Tout à fait, tout à fait, tout à fait. En parlant d'IE, d'intelligence économique et de guerre économique, effectivement, entre guillemets, je vais passer du monde de la guerre classique à ce monde de la guerre économique de manière intensive depuis maintenant plusieurs années. Donc, professeur à l'école de guerre économique, à Paris, maintenant aussi à Rabat, où on enregistre ce podcast, où vous avez été aussi mon professeur voilà, pendant plusieurs années. Est-ce qu'il y a un cas concret, ou plutôt une anecdote, un retour concret qui t'a marqué sur cette partie justement de confrontation économique? Parce que c'est encore un concept, même si qui a évolué maintenant avec les derniers conflits, depuis le Covid, depuis la guerre en Ukraine, on commence à voir en fait les mécanismes de dépendance de plus en plus qui sont exacerbés dans la mondialisation. On parle de souveraineté alimentaire, le mot souveraineté n'est plus tabou aujourd'hui, on parle de souveraineté économique, je me souviens il y a juste une dizaine d'années, c'était encore un mot qui faisait peur. Et le mot guerre économique faisait peur, mais encore peut-être décrit ou mal compris par beaucoup de personnes. Quel exemple concret tu donnerais justement par rapport à cette grille de lecture-là, expliquer aux étudiants, mais aussi dans le monde de l'entreprise? Qu'est-ce qui peut se traduire concrètement justement comme valeur ou peut-être un vécu, un retour d'expérience par rapport à une des missions que tu as eues, sur laquelle tu peux parler ou autre, où il y a eu peut-être un élément déclencheur qui a fait la différence, qui a justement fait la différence dans cette confrontation qu'on n'aurait pas eu en étant dans le schéma de l'entreprise classique avec le marketing, le juridique, où justement il y a eu… Moi, j'ai une phrase que je mets sur mon agenda tous les ans. Oui. Le 1er janvier, je l'écris sur mon agenda. Je marque « Dans le doute, fonce ». C'est le secret du système. À un moment donné, dans nos vies, on a tous des doutes, on a tous des problématiques, c'est compliqué, etc. Et dès qu'il y a un doute, c'est excellent. Réfléchis pas. Fonce dans le tas. Et pourquoi? Si tu meurs, ce sera la gloire. Si tu meurs pas, tu es le vainqueur. Donc tu vas gagner. Donc encore une fois, accepte. Mais oui, le problème, à un moment donné, ça s'appelle la prise de risque. On vit dans un monde dans lequel tout est. Il y a tellement. Moi, quand j'arrive sur un carrefour, quel que soit le pays, comptons le nombre de panneaux sur un carrefour. Non, mais il y a celui qui annonce le carrefour, celui qui dit qu'il est là, celui qui dit qu'il faut être à 30 km à l'heure, Non, mais c'est dingue, vous avez 40 panneaux autour d'un carrefour. Tous nos carrefours dans le monde entier sont comme ça. Donc on voit qu'on a une forme de conditionnement qui fait qu'au bout d'un moment, il n'y a plus de réflexion, enfin il n'y a plus d'instinct. Votre instinct, il est bridé par le système. Et malheureusement, dans la guerre économique, le cœur, il est là. C'est qu'à un moment donné, dans une bataille, quelle que soit la bataille, militaire ou économique, c'est la même chose. C'est que le chef, il est confronté à une situation conflictuelle, qui peut s'appeler un appel d'offres ou s'appelle une bataille, et à un moment donné, il doit savoir ce qu'il peut faire. Et là, la liberté, la force, c'est quoi? C'est la liberté. Oui. Dans le doute fonce, c'est à un moment donné, il faut se débarrasser de toutes ces scories qu'on a, des problématiques, on a tous, parce que c'est pas la force des choses, on a tous ça en tête, mais en fait, on se débarrasse de ça, il faut être capable de faire ça, et de se dire, au-delà, on ne fait pas n'importe quoi, encore une fois, j'ai pas dit qu'on bouge dans tous les sens, mais à un moment donné… La différence entre courage et témérité. Oui, il ne faut pas non plus faire n'importe quoi, parce que c'est vrai qu'au-delà de ça, il y a la responsabilité des gens qu'on engage avec soi. Moi, à la limite, ce n'est pas très grave. Ma famille, c'est grave. Et mes collaborateurs ou mes subordonnés, c'est grave. Donc là, c'est ça qui va me ralentir. Mais je sais qu'il faut un grain de folie. Je veux dire qu'on ne peut pas gagner une guerre, on ne peut pas gagner un appel d'offres si on n'est pas, un peu décapant, si on n'est pas un peu à rebrousse-poil. Donc en fait, nos étudiants, le problème, c'est qu'eux, ils posent toujours la même question. Qu'est-ce que je dois faire dans ce cas-là? Ou bien, quelle est la méthodologie pour? Et moi, je dis chaque fois, j'ai dit, il faut que tu le sentes dans ton cœur. Il faut que dans ta bouche, tu aies le goût du sang. Il faut que tu aies envie de le faire. Il faut que tu ne dormes pas de la nuit. Que la nuit, tu te réveilles parce que tu as des bonnes idées et tu ne dis pas que le matin, tu vas attendre. Tu te lèves la nuit, tu vas écrire ça sur un bout de papier. Parce que le matin, ce sera là. Tu feras le tri après. Donc, en fait, cette énergie qui est dégagée par l'envie de faire les choses, en fait, elle est suffisante en soi. Et le chef, c'est ça. C'est les chefs que j'ai rencontrés dans ma vie qui étaient probablement comme ça. Ils dormaient peu, toujours présents, extrêmement compétents et un temps d'avance. Juste terminer par ça, c'est ce que dans l'armée on appelle la guerre du renseignement, mais en même temps c'est l'anticipation, c'est le cœur du cœur, parce que c'est bien d'être glorieux, c'est bien d'être combattant, c'est bien d'être guerrier, tout ce qu'on voudra, entreprise ou armée, le cœur du cœur, c'est on ne sacrifie pas les hommes. On va les économiser. L'entreprise, on l'économise. Et donc, il faut avoir une qualité de renseignement exceptionnelle. Et ça, c'est un travail en amont qu'il faut faire. Alors, l'entreprise doit le faire avec des consultants en sciences économiques. Elle doit le faire avec un environnement qui l'informe. Mais le cœur du cœur, c'est qu'on n'avance pas n'importe comment.
Et vous voyez le combat en Ukraine, l'offensive de Kharkiv. Ouais. On voit que les Américains ont transmis l'information aux Ukrainiens sur la concentration de blindés russes au sud de Belgorod en direction de Kharkiv. Les Ukrainiens n'en tiennent pas compte. Je me dis, mais c'est dingue. Donc le problème, on voit bien qu'aujourd'hui, ils sont cul par-dessus tête. Alors, je ne connais pas la fin de l'histoire. Ouais. Peut-être qu'ils vont se rétablir, probablement, que sais-je, etc. Mais on voit bien qu'à un moment donné, il avait un renseignement de qualité, il ne l'utilise pas. Il aurait dû, soit il contre-attaque, soit il fait des lignes défensives, il fait quelque chose, vous voyez. Mais il ne fait pas le genre, on attend, tu vois, et puis on attend que ça passe, puis on verra bien. Donc on voit que au-delà, encore une fois, des qualités intrinsèques du groupe, du collectif, de ta volonté de chef, etc., il y a un point très important qui est l'anticipation et que tu essayes de faire ta guerre, entre guillemets, avec un minimum de risque. Et ça, c'est difficile. Parce que l'anticipation, ça coûte, ça prend du temps. On peut se tromper, et puis en final, il faut être quelque part sûr, il faut le valider, c'est compliqué. Mais cette partie-là, elle nous occupe énormément. Ce que je veux dire en final, c'est que la partie veille, parce que le 3 métiers de lieu, on fait de l'influence, on fait de l'action, on fait beaucoup de veille. La partie veille, qui est toujours une partie, je dirais, entre guillemets, non noble, qui est la partie, je dirais, c'est les soutiers, mais c'est le cœur du cœur. La connaissance, quand vous connaissez les choses, à partir de là, vous pouvez définir une stratégie. Est-ce que je fais de la contre-influence, de l'influence? Est-ce que je suis offensif? Est-ce que je suis défensif? On peut agir, mais il faut partir de la base. Donc encore une fois, premier point, les compétences intrinsèques du groupe et du chef. Le deuxième point, c'est la capacité à anticiper. Et le troisième point, c'est le fait qu'il faut tout savoir. Il faut se submerger par la compétence, et pas celle qui est donnée par Internet, qui arrive par kilomètre. C'est la compétence qui est triée, sélectionnée, et que votre cerveau, que ton cerveau a sélectionné, a mis dans les bonnes cases, inconsciemment ou consciemment. Mais on voit bien que le travail d'anticipation, et ça, dans le groupe, en général, il n'y en a qu'un qui le fait, c'est toi. Oui, tout à fait. Tout à fait. Et ça me fait d'ailleurs une transition, parce que ça me fait penser à, mine de rien, petit à petit, un changement d'état d'esprit que j'observe même ici au Maroc. Je prends le dernier cas, un positionnement intéressant qu'a fait le pays sur la question des gigafactories, donc de la fabrication des batteries électriques. Il y a des investissements en masse actuellement au niveau de plusieurs usines, notamment faits par des investisseurs chinois. Et ça, c'est dû à l'utilisation d'un renseignement intéressant, notamment une loi américaine, la loi contre l'inflation qu'a mis en place Joe Biden pour favoriser les voitures électriques américaines et exclure les voitures électriques chinoises, du protectionnisme intelligent classique. Et le Maroc a vu une fenêtre de tir, je trouve que c'est intéressant, a vu une fenêtre de tir sur un axe, à savoir l'accord de libre-échange qu'a le Maroc avec les États-Unis. Il n'y a pas beaucoup de pays qui l'ont, une vingtaine. Le Maroc, là, depuis 2006, plutôt notre défaveur au niveau de la balance commerciale, ce qui est logique, mais pour une fois, très bien utilisé, parce que cette loi inclut donc, les pays qui ont des accords de libre-échange avec les entreprises américaines, et donc a voulu, comme fenêtre de tir, pour ramener les investisseurs, donc fabriquer des batteries made in Morocco par les investisseurs chinois pour les exporter vers les États-Unis. Donc c'est bon pour les investisseurs chinois sont satisfaits, et c'est bon pour tout le monde en fait en réalité. Et donc ça fait une bonne transition pour poser la question par rapport au climat d'affaires, aux entreprises marocaines, au Maroc de manière générale. C'est un pays que tu connais bien, d'abord en étant aide de camp avec du président de feu Jacques Chirac, du président Chirac, mais aussi après, je pense aussi dans tes activités business. Quel est ton regard, ou plutôt, quel conseil, ou plutôt quelles seraient les forces et faiblesses du tissu économique marocain et comment il pourrait s'améliorer justement dans cet environnement compétitif et en termes de guerre économique? C'est ta vision des choses par rapport à ça. Et l'état d'esprit en fait stratégique justement. Alors d'abord les points forts, parce qu'il y en a un certain nombre, et c'est la capacité du Maroc à essayer de trouver sa zone d'intérêt. Au lieu de regarder la Méditerranée, l'Europe, les États-Unis, qui est une zone, je dirais, naturelle, c'est des relations logiques, mais depuis, honnêtement, c'est Mohamed VI qui, depuis qu'il est arrivé au pouvoir, en fait, s'est clairement orienté vers une politique africaine. Et c'est d'autant plus fort, puissant, que c'est la période pendant laquelle les États africains réfléchissent à leur forme de souveraineté, développent leur souveraineté et en fait souhaitent diversifier leurs partenariats. La France en paye le prix fort, d'autres en payent le prix fort aussi, bien évidemment. Mais aujourd'hui, il y a une forme d'autonomisation des États africains dans laquelle l'Europe, le Maroc est un État africain, se retrouve à développer des partenariats parce que ça fait des années que vous avez développé une politique d'influence, mais non pas développé une politique d'influence, je dirais, basique en ayant
ayant des contrats, etc. Pas du tout. Vous avez développé une politique d'influence orientée sur les services. C'est-à-dire avec la Royal Air Maroc qui a développé un nombre d'escales absolument incroyable. Alors, c'est pas toujours facile parce que c'est la nuit, etc. Bon, tout le monde en parle, mais il n'empêche que c'est plein et ça fonctionne. Et vous avez je ne sais plus combien d'escales en Afrique. C'est absolument considérable. Le deuxième point, c'est les services, comme les assurances, comme les banques. Il n'y a pas une ville africaine où vous n'avez pas des banques marocaines. Et donc, vous avez trouvé votre secteur, votre environnement et votre influence, vous l'exercez au travers des services. Et ça, c'est vraiment puissant. Parce que vous n'avez pas cherché à chausser les bottes des États européens, des États-Unis ou de la Russie ou que sais-je. Vous êtes dans votre domaine. Ça, c'est un point qui est extrêmement important. C'est que vous avez trouvé votre zone d'action, entre guillemets, et en plus, dans un cas très africain, dans lequel le fait que vous soyez revenu dans l'Union africaine fait que en fait, le Maroc a sa place dans l'Afrique et devient aujourd'hui, très concrètement, un État hyper dynamique en Afrique. Alors, il y a toujours le problème de l'Algérie qui est toujours un petit problème. Il y a le problème du Sahara qu'il faudra trouver. Donc, il faudra bien un jour trouver la solution pour annoncer officiellement que le Sahara est le Sahara et qu'on arrête d'en parler pendant 25 000 ans. Il y a des choix politiques à faire, que les Américains ont fait, que les Espagnols ont fait. Mais moi, je pense qu'à un moment donné, il faut être capable de dire ça va ce qu'on fait. Il ne faut pas non plus reculer jusqu'à la fin des temps. Dans le doute, il faut foncer. Dans le doute, il faut foncer. Mais en même temps, là, c'est plus que du doute. Le doute est quand même loin derrière. Oui. J'ai pas trop de doute sur ce sujet précis, mais à un moment donné, il faut dire, bon, il faut avancer, sinon on n'avancera jamais. Et dans 50 ans, on y est encore, donc il y a un choix, les Marocains sont là, terminés, ils roulent, on le fait. Et ça assainira les relations que le Maroc souhaite avoir avec l'Europe et avec les pays qui auront fait un choix qui va dans leur sens. C'est aussi de la politique, il faut aussi le comprendre. Ça, c'est les points forts du Maroc, et ça, c'est vraiment très fort. C'est cette espèce d'arrière-cour africaine qui est vraiment, et je vois bien le GE Rabat, c'est une école qui est africaine dans tous les sens du terme. Il y a autant de stagiaires, je dirais, de l'Afrique subsaharienne que du Maroc ou du Maghreb. Donc ça, c'est vraiment bien vu. Maintenant, dans les points faibles, le problème, c'est toujours la même chose. C'est la raideur marocaine. Et que tout le monde connaît bien. Vous êtes dans un système qui est très vertical, c'est une royauté qui est très verticale, et donc dans lequel la militarisation du système, et c'est normal, est très raide. Donc c'est vrai que les Marocains, pour un Français, nous les Français aiment le Maroc, donc c'est pas la question. Mais c'est vrai qu'il y a une forme de rigueur, de raideur chez les Marocains qui est difficile à comprendre pour les Français. C'est paradoxal ce que je te dis. Parce que le problème, c'est qu'au Maroc, on pense que c'est ukulélé le machin, et pas du tout. Les Marocains, vous êtes des machines, c'est un truc de fou, quoi. Mais vous êtes absolument verticaux, vous êtes super carrés dans le boulot, etc. Et c'est vrai que vous êtes probablement beaucoup plus rigide, entre guillemets, que nous. Et moi, cette manière de voir les choses fait que ça vous empêche des connexions. Moi, je le sais dans mes activités liées à la formation dans les armées, etc., où vous êtes tellement convaincu d'être tellement bon que vous avez le sentiment que les apports n'ont pas réellement d'utilité. Parce que vous êtes tellement formidable, tellement bon qu'il n'y a plus de problème. Ça, je pense que... Mais on a tout ça, hein, encore une fois, c'est pas lié qu'au Maroc, hein, je pense que les Français, on a ça aussi régulièrement. Mais je pense que ça, c'est un domaine, parce que moi, je me suis souvent cassé les dents au Maroc sur ce sujet-là. Je sentais qu'il y avait un truc à faire, on aurait pu développer quelque chose en commun. Et là, les Marocains, ils préfèrent faire le truc eux-mêmes. Surtout dès qu'on parle d'Afrique subsaharienne, ils considèrent que c'est eux, ils n'ont besoin de personne, ils n'ont pas besoin d'un Français. Je n'ai pas dit qu'un Français était indispensable, mais cette rigueur, cette verticalité, cette rectitude, en Afrique, me semble parfois un peu difficile à gérer. Donc moi, c'est ce que si je pouvais avoir un partenaire avec les Africains, je mettrais un peu de souplesse. La meilleure preuve, c'est que, militairement parlant, vous avez des armées super rigoureuses, la lutte contre le terrorisme, c'est super carré, donc il y a plein d'avantages, encore une fois, c'est ça que je veux vous dire. Il n'y a pas que des inconvénients, heureusement. Mais cette rigueur totale, cette militarisation de la société, c'est normal, c'est une royauté, c'est logique, hein, vous avez une police extrêmement présente, extrêmement active, ce qui fait qu'en final, vous avez un pays parfaitement sécure, comme on dit. Hein. Donc prendre plus qu'en France. Hein. C'est vrai. C'est vrai. Donc, garder un peu le cadre disciplinaire de la discipline, mais un peu plus de flexibilité, notamment au niveau business et tout. D'autant que vous n'avez rien à prouver. Exactement. Vous n'avez rien à prouver. Là, les moteurs tournent. Hein. Sa Majesté Mohamed VI a fait ce qu'il faut depuis qu'il est arrivé. Aujourd'hui, si vous voulez, si tu veux, le positionnement du Maroc n'est pas discuté. Je veux dire que vous avez des grands projets portuaires, des grands projets de transport, des grands projets dans le domaine de la voiture. Tu parlais de batterie, etc. Mais il y a plein de projets dans lesquels vous êtes dans la mode. J'ai rencontré récemment des gens qui étaient dans la mode. Donc on voit bien qu'il se passe plein de choses au Maroc. Donc encore une fois, je pense que le dynamisme est là. Mais c'est vrai que ce que je pense, c'est que votre arrière-cour africaine est vraiment, c'est une vision. Oui.
Oui. Et ça, cette vision, elle est pour vous, enfin, pour le Maroc, elle est juste extraordinaire. Et moi, je conseille souvent d'ailleurs à mes camarades français et européens, je leur dis, pour aller en Afrique, le fait d'aller seul maintenant, quand on n'est que français, en soi est compliqué. La période n'est pas très bonne. J'ai trouvé des partenariats et fonctionner ensemble. Je veux dire, il vaut mieux travailler tous ensemble. Aujourd'hui, les partenariats, c'est quelque chose qui existe. Amener des financements, amener des compétences, amener des brevets, etc. etc. Les Marocains, ils ont aussi des brevets, aussi des financements. Ils ont tout ce qu'il faut. Donc, travaillons ensemble pour que ça fonctionne de mieux en mieux. Pourquoi je dis ça? Parce que l'Afrique a besoin de se stabiliser, l'Afrique noire. D'autant qu'aujourd'hui, on ne peut pas admettre que des gens montent en Libye, montent sur des bateaux et aillent mourir en Méditerranée. Et donc, il faut stabiliser, il faut créer de l'activité, il faut créer des pôles d'activité dans toute l'Afrique. Mais oui, pour que les gens puissent travailler. Et pourquoi les gens y viennent? Parce que ce sont des migrants économiques. Donc, il faut impérativement bloquer ça. Et je pense que le Maroc, comme l'Europe, on est concerné par ce sujet-là. Donc, il faut impérativement qu'on arrive à développer l'Afrique subsaharienne, ce qui est notre devoir, pour que ça fonctionne très bien. D'ailleurs, encore une fois, ça peut se développer dans un cadre, je dirais, de win-win. C'est pas de la donation, je ne parle pas de dons, je ne parle pas d'aide, je parle de partenariat, de développement, d'activité, de formation, etc., etc. Encore une fois, un vrai truc. Et ça, je pense que le Maroc peut être vraiment la pointe du système, et les Européens ont besoin de ça. Donc, j'imagine que les Marocains peuvent être la pointe du diamant qui perce le marché, aidés par tout un système de financement et de compétences européennes que l'Europe a, et après tout ça, ça se mélangera, il y aura des partenariats, et là, on ira vers un monde meilleur. Mais c'est vrai qu'encore une fois, le problème des migrants qui vont en Méditerranée et qui meurent par paquet de 50, c'est devenu parfaitement intolérable. Oui, tout à fait, tout à fait. On ne peut pas laisser ça. Et puis, effectivement, il y a une volonté aussi, même au sein des États africains, notamment en Afrique de l'Ouest, d'autonomisation, de prise en main, en fait, de leur destin, ce qui a créé des tensions. Je pense que je pense qu'il y a vraiment une mésentente entre la présence française, la vision des deux côtés. Il n'y a jamais eu, je pense, depuis l'indépendance, peut-être de volonté politique de réellement tourner la page et d'avoir, comme tu l'as dit, cet échange vraiment gagnant-gagnant. Voilà, mais c'est difficile parce que la France, elle est historiquement très proche de l'Afrique. Oui. C'est lié à notre culture, la langue française, c'est lié à notre histoire. Les deux guerres mondiales où les morts, moi j'ai eu un général qui me disait toujours, tu sais pourquoi les camps de Champagne sont aussi riches? Pourquoi la terre est aussi riche? Parce que le sang de l'Afrique s'est mélangé avec le sang des Français. C'est une phrase qui est incroyable. Et c'est vrai, et le sang marocain, etc. Donc il s'est passé des choses. Donc ça, pour moi qui suis un ancien officier, c'est pas négociable. Ça fait partie de mon histoire. Ce sont mes pères et mes grands-pères. Et on est aujourd'hui en Europe ce qu'on est, parce que l'Afrique est venue avec nous. Alors bien sûr, les États-Unis, etc. Mais c'est vrai que cette relation, elle est inscrite dans le sang. Et ça, on ne doit pas l'oublier, c'est interdit de l'oublier. Ça, c'est un point central. Par contre, ce qui est sûr, il faut réfléchir au système. On ne peut pas s'embourgeoiser dans une relation intercontinentale telle qu'elle existait depuis 1960. Le monde a évolué, l'Afrique a évolué, et encore une fois, je dis souvent à mes camarades, l'exigence de souveraineté de l'Afrique n'est pas discutable. Donc ne pensez pas une seule minute que quels que soient les choix que l'Afrique va faire, les Africains vont faire, ne pensez pas une seule seconde qu'on va revenir à ce qui s'est passé avant. Oui. C'est fini. Le temps est passé, il y a un mouvement qui s'est mis en place qui est irréversible. C'est comme ça, c'est la vie des peuples, c'est la vie des nations, la vie des États. C'est comme ça. Donc n'imaginez pas. Et encore en France, il y a trop de gens qui pensent qu'on va revenir comme avant. Les gens, la phrase, ouais, ils vont avec les Russes, ils vont en baver pendant 10 ans, et après ils vont venir en catimini. Je dis non, ils feront partir les Russes, mais ils feront leur propre logique, leur propre système. Notre temps est passé. Par contre, trouvons les chemins du partenariat, les chemins de la fraternité, comment ça fonctionne, des besoins, on peut faire des choses ensemble, etc. etc. Mélangeons le système, mais trouvons les voies. Mais il faut en parler. On ne peut pas être sur un modèle paternaliste tel qu'il existait jusqu'à maintenant. Non, je pense qu'on est d'accord pour que ce modèle est caduc. La page est tournée. La page est tournée, effectivement. Puis avec l'évolution du monde aussi, et plutôt se concentrer effectivement sur des choses très pragmatiques et aussi sur les aspects positifs et fraternels, comme tu l'as dit. Il y a eu des moments en fait de réunion, de fraternité, comme il existe avec tous les peuples dans le monde en fait. Oui, mais pour le colonisateur qu'on a été, il y a pas mal d'années maintenant, le problème, il faut qu'il se débarrasse impérativement d'un vocabulaire. Oui, tout à fait. Il faut qu'il se débarrasse de certains comportements. Et encore une fois, c'est inconscient. C'est une forme de paternalisme, une forme de « on va vous aider ». Le mot « aide » est un mot interdit. Oui. On arrête de parler d'aide. Enfin, je veux dire que ce n'est pas possible. D'ailleurs, récemment, le président Macron a fait une grande réunion Afrique à Montpellier de mémoire, où là, il était apostrophé par une burkinabé, une jeune femme, qui lui a dit « écoutez, le mot « aide » est un mot parfaitement humiliant ».
C'est vrai. Donc ce mot ne doit pas exister. Trouvons un autre vocabulaire. Et le mot aide est vraiment le mot qui correspond, si vous voulez, si tu veux, en finale, à ce qu'on a été en Afrique. On était sur un mode où on va les aider. Non, on n'a pas besoin de les aider. Il faut trouver un modèle qui soit économiquement viable, fraternellement indispensable. Et il y a toute une série. Mais oui, il faut que ça marche ensemble, terminé. Mais l'aide, tout ça, non. On arrête ça. Tout à fait. On arrête. Tout à fait. Alors, 2 dernières questions. Une, rapidement, je reviens à votre début de carrière, donc en quête de camp du président Chirac. Vous avez parlé de beaucoup d'anecdotes. Par rapport au chef d'État. En fait, moi personnellement, je pense beaucoup d'auditeurs le sont également, on a tendance des fois à fantasmer et imager la vie des chefs d'État, en les imaginant dans leur tour d'ivoire, ou alors interagissant avec les autres chefs d'État, avec des stratégies, des tactiques, etc. En imaginant que c'est Sun Tzu tous les jours, alors que, tu l'expliquais tout à l'heure, c'est beaucoup basé sur les relations humaines, et en fait, ils sont comme nous, enfin, comme vous et moi, comme tout le monde en fait. Ils vont aux toilettes. Exactement, aux toilettes, en surprenant le Premier ministre anglais en train de faire des messes basses, c'est ça ou des... Les messes basses, oui. Des trucs anglais. Trucs anglais. Mais en fait, concrètement, par rapport à ton retour d'expérience, comment justement... Alors, est-ce qu'il y a peut-être un chef d'État, plus haut niveau politique ou autre, qui t'a marqué par son état d'esprit en termes de stratégie? Et est-ce que tu peux revenir rapidement sur justement ces relations humaines dans la vie de tous les jours et comment peut-être des relations anecdotiques entre chefs d'État peuvent façonner ou changer la politique d'un pays ou un changement géopolitique quelconque? Alors ça, c'est des questions qui sont... C'est tellement large que je peux en parler pendant 5 heures. Mais le premier point qui est très important, c'est que le métier de chef d'État, c'est un métier fabuleux, mais qui ne peut être consenti qu'à des gens exceptionnels. Je dis souvent, ce sont des bêtes de combat, sont des travailleurs forcenés, des intelligences surhumaines, etc. La meilleure preuve, en France, il y en a eu combien? Il n'y a même pas une équipe, une équipe de volley peut-être, hein, une petite dizaine de gars. Je veux dire que déjà, c'est peu de personnes. Donc c'est déjà un club extrêmement fermé dans lequel il y a peu de personnes. Et dans tous les États, c'est comme ça. Il y a peu de personnes. Premier point. Le deuxième point, la soupe est bonne. C'est-à-dire que s'il n'était pas bonne, il n'irait pas. Aujourd'hui, ils veulent tous rester. Donc, de toute façon, je ne les plains pas. Ils sont très contents parce que le pouvoir, comment dire, la délicatesse, le plaisir du pouvoir. L'ivresse du pouvoir. Non, c'est trop fort, c'est trop fort. Non, l'espèce le goût du pouvoir, le fait d'être toujours, il y a toujours des gens qui s'occupent de toi, qui t'emmènent là, une espèce de truc incroyable. Ils disent tout, ouais, c'est pas bien, mais ils sont tous contents que ça se passe comme ça. Et le jour où ça se passe pas bien comme ça, mais quand même, de gens, vous ne pensez pas que, Monsieur le Président, je m'en occupe personnellement, donc je fais tout ce qu'il faut. Donc, si vous voulez, c'est un métier qui est un métier fabuleusement dynamisant. Vous vous rendez compte, un chef d'État, je dis souvent, il fonctionne par tranche de 45 minutes. 45 minutes d'entretien, 15 minutes de repos. 45 minutes d'entretien, 15 minutes de repos. Et tout ça, c'est alimenté par des fiches, etc. Donc c'est un énorme travail. Mais s'ils veulent rester, c'est que c'est bien. Et moi, ce que je vois, les jeunes, pourtant j'en ai connu 2, un qui était en fin de parcours et un qui était en début de parcours. Pas le même moment de leur vie, ce n'était pas les mêmes personnalités, c'est un de gauche, un de droite, on peut se les séparer à ce niveau-là. Vous voyez ce que je veux dire? Tu vois ce que je veux dire? C'était comme 2 personnages différents. N'empêche que les 2 étaient tellement contents d'être là. Et moi, autour de moi, je n'ai jamais rencontré des premiers ministres ou des chanceliers qui n'étaient pas contents d'être là. Donc c'est un métier qui est valorisant, qui est puissant, qui est motivant, et donc ça, encore une fois, ça c'est vraiment intéressant. Et encore une fois, pour le faire, il faut avoir des qualités supérieures. Alors maintenant, sur le chef d'État qui m'aurait impressionné, c'est compliqué de parler de ça, parce que le problème, c'est que moi, j'ai vraiment pratiqué bien 2 chefs d'État, H24, tous les jours, etc. Donc moi, je les connais très très bien, et les 2, dans leur catégorie, c'était quand même 2 grands chefs d'État. Moi, ce que je trouve intéressant, c'est qu'ils m'ont permis, ces 2 personnages, Mitterrand et Chirac, m'ont permis de me désolidariser d'une gauche et d'une droite. Parce qu'il ne reste que des éléments électoraux anecdotiques. Le cœur du cœur, c'est le fonctionnement de l'État, c'est la rigueur de l'État, et ça, les 2 l'avaient d'une façon ou d'une autre. Et ça, j'ai appris ça avec eux. Qu'en fait, les clivages politiques sont des clivages anecdotiques, c'est dans l'air du temps, mais ce n'est pas très important. Ce qu'ils avaient dans la tête, ils ont essayé de le faire jusqu'au bout. Donc ça, c'est vraiment intéressant. Maintenant, dans les chefs d'État, ce qui est vraiment intéressant aussi, c'est que moi, j'aime les chefs d'État en difficulté. Et donc j'ai eu l'occasion d'en pratiquer un certain nombre en Afrique. Je ne peux pas les citer parce que je suis tenu quand même à un minimum de confidentialité. Mais je connais des personnages qui étaient chefs d'État ou qui ne sont plus maintenant, qui ont pris la retraite, ou qui sont partis, ou qui n'ont pas été réélus, que sais-je, etc. Et des gens qui étaient dans des situations extrêmement difficiles. Et moi, ce que j'ai aimé, et j'en connais un ou 2 comme ça de tête, les 2 chefs d'État
qui avaient conscience des difficultés de leur pays, les États africains, des États quasiment en guerre, avec des luttes contre le terrorisme, etc. Et là, je me disais, parce que moi je connaissais les présidents français, je me disais en France, c'est vrai que c'est compliqué, mais on est en France, on a tous les moyens, autant d'avions qu'il faut, etc. Le gars, il n'a pas d'avion pour aller à l'autre bout du pays, parce que c'est tellement loin qu'il n'a pas l'avion. Il faut qu'il attende 3 jours après, donc il n'a pas les moyens. Comment il peut faire? Et donc j'ai eu des discussions avec ces personnages-là, entre autres avec 2 auxquels je pense, et j'ai découvert qu'ils avaient, comment expliquer ça? Ils avaient le sens du, comment dire, du pays. De l'État. De l'État. C'est que le gars, il dit, moi, c'est mon rôle, je dois faire ci et ça. Je vais en parler d'un qui m'a vraiment impressionné, je ne peux pas le citer évidemment. Son fils meurt dans un accident de voiture, une vingtaine d'années. Le truc le plus horrible qui puisse exister. Le jeune homme roule en voiture, etc. Un pneu explose. Il s'explose, il roulait trop vite, hein, à 180 km/h sur une piste, il vole, terminé, il meurt. Je me déplace dans le pays, je vais le voir pour lui présenter mes condoléances. J'arrive 2-3 jours après, 4 jours après. Et j'étais effondré. Pour lui, j'étais effondré. Quand on est père de famille, ce qui est mon cas, c'est impensable. C'est impensable. J'ai même du mal pour monter l'escalier, tellement j'étais pas bien. Mais l'émission, c'est la mission. On va au bout du process. Je dois être là pour lui dire ce que j'en pense. Après, je m'en vais. Donc, je m'assois. Il me dit, assieds-toi. OK. Donc, il ne bouge pas. Monsieur le Président, je prends mes... Il me dit, qu'est-ce que tu as à me dire? Il était un peu comme ça. Hein. Qu'est-ce que tu as à me dire? Écoutez, Monsieur le Président, il y a si, mais j'ai rien à vous dire. Simplement, je vais vous présenter mes condoléances. Et je lui dis à quel point j'étais triste. Je connaissais son fils en plus. Je lui dis à quel point je suis triste, etc. Ça me touche. Enfin, pour moi, ça me fait... Et là, je vois qu'il flétrit. Je vois qu'il dit, ça lui fait un super choc. Il se ressaisit. Et il dit, bon, allez, OK. Mais la mission, c'est la mission. Je suis chef de l'État. Et donc maintenant, on parle travail. J'ai dit, Monsieur le Président, j'ai rien préparé, je ne suis pas venu travailler. Je suis juste il me dit, t'es pas venu pour travailler? J'ai dit, non, j'ai venu. Il dit, mais je suis chef de l'État. Donc quand tu viens dans mon bureau, c'est pour travailler. Ouf. Et du côté, je dis, je n'y arrive pas. Donnez-moi la route, parce que maintenant, il faut demander la route. J'ai demandé la route, il me l'a donnée et j'ai pu partir. Mais je me dis, mais la force, et c'est vrai que souvent on critique les chefs d'État africains, asiatiques, européens, en pensant que, etc. Et en finale, sont des hommes qui ont des préoccupations et vous avez des grands moments. Et ça, si vous voulez, ça m'a rassuré sur la relation de l'homme avec le pouvoir. Intéressant. Passionnant. 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 Colonel Pierre de Jong, merci beaucoup. Est-ce que vous avez un dernier message à passer à nos auditeurs? Des conseils à donner par rapport à la stratégie de manière générale, mais peut-être... alors on va retenir peut-être le credo du maréchal Foch, mais par rapport à cet épisode, mais est-ce qu'il y a aussi autre chose qui peut aider les gens à développer des stratégies dans leur vie de développement, que ce soit au niveau de leur entreprise, au niveau de leur carrière professionnelle, mais aussi au niveau de leur vie familiale ou au niveau de leur carrière politique? Moi, c'est ma règle essentielle, hein, et c'est comme ça que je fonctionne. Je dis, il faut être joyeux. Alors on dit toujours ça, il faut être joyeux. Ah, tu représentes bien, c'est clair. Il faut être joyeux. Il faut être joyeux. Oui. Tu vois, il faut dégager de la joie, un peu de plaisir, etc. Après, le reste, c'est de la technique. Sois joyeux avec ta famille, avec ta femme, avec tes enfants, avec ton patron, avec tes subordonnés, avec tes collaborateurs, avec tes partenaires. Sois joyeux. Ça change quoi? C'est clair.